Bon, donc c'est le moment pour le débat, c'est le moment que je préfère. Parce que c'est le moment où nous allons nous mettre en état de réfléchir, de récolter aussi et d'échanger. Et pour débuter cet échange, je vais vous parler pendant une vingtaine de minutes. Et parce que Boris m'a donné toute une heure, ce qui est très précieux pour une si grande assistance, pour avoir cet échange interactif entre nous. Alors, moi je pense que les résistances auxquelles nous faisons face, parce que c'est ça, c'est la résistance où on est là pour parler des résistances, ils sont là. Parce que toutes les solutions pour rendre les villes cyclables, ben, vous les avez vues. Tout est là. L'ambition politique, la caisse à outils, le financement, tout est là. Et malgré ça, c'est toujours si difficile de mettre en place tout ça, parce que je peux vous garantir, ce ne sera pas qu'une partie de plaisir toujours, il y a des moments où il faut lutter. Pourquoi ? C'est de ça que je voulais parler avec vous. Et moi je dis toujours que l'infrastructure, parce qu'on parle beaucoup d'infrastructure, mais l'infrastructure la plus importante pour rendre une ville cyclable, elle mesure 20 cm. Elle va de l'oreille gauche à l'oreille de droite. C'est ce que vous pensez. Parce que pour changer de société, il faut d'abord le vouloir. Et pour le vouloir, il faut le comprendre. Et pour le comprendre, il faut le vivre. Et c'est ça que nous sommes en train de faire. Nous vivons, nous en parlons, nous échangeons. En néerlandais, on dit beleven, begrijpen, beslissen. Voilà, c'est comme ça qu'on arrive à faire le grand saut dans la société cyclable. Alors, je vais voir ma présentation, elle fonctionne. C'est exactement le sujet que j'ai voulu attaquer dans mon livre, qui est un peu un sujet un peu psychologique, parfois philosophique, mais malgré nous, nous sommes des êtres psychologiques et philosophiques. Parce que si nous étions des êtres rationnels, ben on aurait déjà mis en place la société cyclable. Parce que la voiture, c'est un système pertinent pour certains transports, mais pas pertinent pour beaucoup de transports. Donc, ce que j'ai voulu faire, c'est à travers les centaines de débats que j'ai pu avoir comme celui-ci, c'est de voir qu'est-ce qui s'est dit et comment l'analyser et comment aller plus loin. Et ce que je vais vous dire, vous pourriez par exemple l'utiliser vous-même dans des réunions que vous allez avoir dans les communes. Parce qu'il faut toujours créer une sorte d'ambiance, il faut créer un état d'esprit qui permet d'aller, comme je disais tout à l'heure, au-delà de la sphère technique. Piste cyclable, stationnement, financement. C'est notre vie qu'on parle, on parle de notre vie. Et c'est ça que je vais essayer de vous apporter. Alors le débat, c'est donc, on y est, c'est le débat sur le vélo. Moi, ce que j'ai constaté en France, mais ici ce sera sans doute pareil, quand on discute du vélo, quand on propose le vélo, il y a 3 types de résistance que l'on rencontre. En gros, c'est pas possible. Tout de suite, proposez-les, les gens ils vont dire c'est pas possible. Il y a aussi des gens qui vont dire c'est possible, mais moi je ne peux pas. Et puis il y a une troisième catégorie, parce qu'il faut quand même plus de résistance, il ne faut pas que notre vie soit facile, c'est que c'est possible, et moi je peux le faire, mais tout le monde ne peut pas faire du vélo. Et avec ces types de 3 résistances que vous allez rencontrer et dont il faut parler, on a couvert un peu tout. Et moi ce que j'ai voulu faire, c'est de prendre du recul par rapport à ces résistances pour les démanteler, pour aller au-delà. Voilà. Moi je crois que notre esprit, notre être, a 2 façons de regarder notre quotidien et de fabriquer ses choix du quotidien. Le premier, ce qu'on voit le plus souvent, c'est celui-là qui dit « je peux » ou « je ne peux pas ». Voilà, c'est une façon de cadrer le quotidien. Je peux ou je ne peux pas. Par exemple, je peux faire de la voiture parce qu'il y a des routes, je ne peux pas faire de vélo parce qu'il n'y a pas de piste cyclable. C'est ce regard qui regarde les options qui sont là, la route, comment elle est faite. Il choisit une option et après c'est parti pour 30 ans ou 70 ans, comme la politique du tout voiture. C'est comme ça qu'on gère sa vie et en général même un pays. Voilà. Mais il y a une autre façon de regarder le quotidien qui est beaucoup plus intéressante, et c'est le « je veux ». C'est une attitude, un regard sur sa vie, son quotidien qui est beaucoup plus intéressant, qui ne va pas regarder les options qui sont là, qu'est-ce que je vais choisir, mais il va dire, mais qu'est-ce que moi je veux ? Qu'est-ce que moi je veux pour ma ville, pour mes enfants, pour ma santé, etc.
Et cette attitude-là ne se réveille que quand on se pose des questions. Et ça, on ne le fait pas assez. Ça a été dit pendant les conversations, j'étais très intéressant, j'étais très content parce que, en fait, on ne se pose pas de questions. Parce que des questions, quand est-ce qu'on se pose des questions? Quand il y a une pandémie. Ou quand on part en vacances. Quand on se dit, tiens, on est ailleurs, comment on va se déplacer? Ou quand on a un enfant qui est né, comment je vais faire maintenant parce que mon petit vélo, ça ne va plus le faire. Et là, quand on se pose ces questions-là, c'est là que vous risquez de vous poser la question du vélo. Pourquoi pas le vélo? Donc en fait, il faut se poser des questions. Alors, je vous rassure sur une chose, cette attitude de « je veux », ce n'est pas la personne un peu farfelue qui va vouloir n'importe quoi, je vais vouloir voler, etc. Non, c'est cette attitude que vous avez tous, à savoir de vouloir se déplacer librement, de façon confortable et si possible bon marché. Vous connaissez tous ici dans cette salle cette situation où vous êtes dans une voiture, dans un bouchon, et vous dites « s'il vous plaît, donnez-moi un vélo pour que je puisse doubler ces voitures parce que j'en ai marre ». C'est de cette liberté-là que tout le monde connaît que je voudrais parler pour la faire surgir, pour la faire émerger, pour la renforcer. Alors, il y a 3 différences entre ces 2 regards. La première différence, c'est que cette attitude « je peux » ou « je peux pas », c'est qu'il voit tout de suite les problèmes. Vous allez lui proposer n'importe quoi, il va tout de suite voir ce qui est impossible. Il va penser par l'impossible. Par exemple, le vélo, je suis désolé, moi je ne peux pas parce que je vais trop loin. Et je dois transporter 50 kg de dossier. Alors que le « je veux », qui est beaucoup plus intéressant, il va regarder les possibilités. C'est un autre état d'esprit. Il va dire « oui, je vais parfois très loin, mais je vais aussi parfois pas loin. Je vais à la poste, c'est 2 km, c'est 8 minutes à vélo. Pour déposer une lettre qui pèse 8 grammes ou 20 grammes, je peux le faire, donc je vais le faire. » C'est cette attitude-là qu'on va... Et puis, si je dois transporter 50 kg de dossier, il n'y a pas de problème. Je vais acheter des sacoches que je vais accrocher sur mon vélo et le vélo va porter les dossiers pour moi. Il n'y a que des solutions. C'est un autre état d'esprit, très intéressant et qu'il faut réveiller. C'est ça le but de l'histoire. La deuxième différence, c'est que le « je peux », il se vit comme passif. Moi, je pense que dans notre société, il y a beaucoup de passivité. On est très, très passif, on a du mal à s'activer. On dit, le vélo, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? La route, c'est trop dangereux. Je ne peux pas. Alors que le « je veux », cette attitude qui est beaucoup plus intéressante, il va dire « oui, cette route est peut-être dangereuse, mais moi, je veux que mes enfants aillent à l'école tout seuls. Moi, pendant toute ma vie, je suis allé tout seul à l'école. Et donc, je vais chercher une route où il y a moins de voitures, où je pourrais plus facilement me déplacer, où j'aurai moins peur. Et je vais peut-être même utiliser un GPS qui va me montrer le chemin avec le plus d'aménagements cyclables possible. Par exemple, geovélo.fr, je ne sais pas s'il en existe un aussi ici en Wallonie, mais ce sont des GPS qui vous amènent sur le tracé plus cyclable. Et d'ailleurs, je vais me poser la question, si cette route est si dangereuse, ma propre route, pourquoi ? La réponse, vous la connaissez, il n'y a pas de piste cyclable. Donc il faut que je parle au maire pour lui demander des pistes cyclables. Donc je vais le faire. Si tous les citoyens qui sont ici dans la salle prennent le stylo pour écrire une lettre au maire, le maire, il ne va pas comprendre ce qui se passe. Il dit, attends, regarde, j'ai reçu 20 lettres pour un réseau cyclable, et il va le faire le lendemain. C'est ça l'idée. Voilà, il faut cette pression pour monter. Il va peut-être même se dire, tiens, en tant que citoyen, parce qu'on a vu le baromètre des villes cyclables, si je veux un réseau cyclable, je vais peut-être le dessiner moi-même. C'est ce que nous avons fait en Île-de-France. Nous avons dessiné le RER vélo. Ici, les vélostrades sont en train d'être dessinés. Les citoyens peuvent y contribuer. Les citoyens, aujourd'hui, sont en train de dessiner des véritables réseaux cyclables. La troisième différence, et j'aime beaucoup, c'est que le « je peux », il ne regarde que le présent, c'est-à-dire la route telle qu'elle est, ici dehors. En dehors, dès que vous quittez l'immeuble, vous voyez la route telle qu'elle est. Mais en fait, la route telle qu'elle est, c'est pas que le présent, c'est le passé. Parce que tout ce que vous voyez autour de vous, même cette salle, même ce bâtiment, même ces chaises, même tout ça, c'est la conséquence de décisions qui ont été prises par le passé. Il n'y a aucune innovation là-dedans. L'innovation, elle est dans le futur. Elle est dans ce qu'on pourra encore faire. Et comme je viens de le montrer, cette attitude de « je peux », il est passif. Il dit « je ne peux rien faire », il n'ose pas regarder l'avenir. Parce que quand il regarde l'avenir, quand nous regardons sérieusement l'avenir, qu'est-ce que nous voyons ? Le réchauffement climatique qui arrive, les ressources qui sont extraites tous les jours et dont on sait qu'ils vont se terminer,
Et donc, il faut changer. Mais comme on a peur, on n'ose pas, on pense qu'on n'est pas capable de changer quelque chose, on dit, on ne peut pas. On invente des excuses. On dit, le réchauffement climatique, oui, c'est un truc qui arrive, qui n'est pas très sympa. Mais bon, moi, je ne peux pas parce que tout le monde ne peut pas faire du vélo. L'extraction des ressources naturelles, ah oui, bien sûr, il y a un problème, mais on ne peut pas tout transporter à vélo non plus. Et c'est comme ça qu'on descend et qu'on n'avance pas. Alors que cette autre attitude que je voudrais rêver avec vous ici aujourd'hui, c'est on va prendre le temps pour vraiment regarder le futur. On va le regarder droit dans les yeux. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit un futur que nous sommes ici dans la salle en train de fabriquer. C'est notre avenir et moi je ne veux pas contribuer à un avenir où le réchauffement climatique sera trop avancé, où la température sera déréglée, où on a vraiment ces problèmes-là, et où les ressources seront extraites, etc., où il y aura de gros problèmes. Et donc, je vais investir dans le vélo. Parce que même si tout le monde ne peut pas faire du vélo, et même si le vélo ne peut pas tout transporter, dans des villes néerlandaises, il y a jusqu'à 50% des déplacements qui sont à vélo. Vous vous rendez compte? Vous avez 190 degrés, la moitié c'est fait à vélo. Et dans des villes comme Amsterdam, dans l'hypercentre, même jusqu'à 70% dans certains quartiers. Vous vous rendez compte des émissions évitées et de l'espace aussi gagné pour faire autre chose. Voilà, c'est ça un peu ces deux habitudes. Alors, quand on les a compris tous les deux, on constate que ces deux façons de regarder le quotidien qui régissent nos choix, en fait, il y a toujours le « je peux » qui gagne. On dit « je ne peux pas faire de vélo et donc je ne veux pas en faire ». Et c'est quand même très drôle parce que ça veut dire qu'il y a des gens qui disent « je ne veux pas faire de vélo, j'aime pas le vélo », alors qu'ils l'aiment bien, mais ils pensent qu'ils ne veulent pas le faire parce qu'on ne les laisse pas faire du vélo. Et moi, je vérifie ça régulièrement quand je vais dans des réunions sur la Convention citoyenne pour le climat, par exemple, pour le développement durable, et je suis confronté à des personnes qui n'aiment pas le vélo. Vraiment, la première chose qu'ils me disent, mais le vélo, moi, j'aime pas. Et ensuite, on discute, 10 minutes, un quart d'heure, et à la fin, ils me disent, Monsieur Van Oosten, vous savez, en fait, moi, j'aime bien le vélo, mais pas ici, à la campagne, chez moi, où il y a moins de voitures, ou quand je vais aux Pays-Bas, parce qu'il y a des pistes cyclables. Ah, donc ça veut dire que vous aimez bien faire du vélo, mais il faut juste vous donner les infrastructures pour... Ah, voilà, c'est ça qu'il faut réveiller. Alors, comment ça se fait? Comment on est arrivé dans cette situation un peu étrange? Tout simplement parce qu'à un moment donné de l'histoire, nous avons sincèrement voulu, je veux, créer des routes uniquement pour les voitures. Voilà, ça ressemble à ça. Il est tout à fait normal qu'avec des routes comme ça, qu'on ne veuille pas faire de vélo. Mais pas parce qu'on ne veut pas, et c'est ça mon message, pas parce qu'on ne veut pas, mais parce qu'on ne nous laisse pas le faire dans de bonnes conditions. Comme il est tout à fait normal que sur une route comme ça c'est une route à Paris, c'est pas Amsterdam, c'est Pan-Amsterdam, qu'on l'appelle aujourd'hui, que vous ayez envie de faire du vélo, que vous voulez faire du vélo parce qu'on a créé les aménagements pour. C'est votre envie qui existe naturellement, finit par émerger. Ah, donc comment sortir de cette situation? Alors moi, ma réponse, c'est qu'il faut les inverser. Il faut qu'on travaille sur le « je veux ». Il faut qu'on apprenne de nouveau à s'écouter, vraiment à écouter ce que veulent les citoyens, ce que je veux, moi, pour mon avenir, pour mon quotidien, etc. Et pour faire ça, il faut regarder, par exemple, il faut savoir écouter nos désirs. Parce que le « je veux », c'est très important, c'est de l'ordre du désir. C'est qu'est-ce que je désire pour mon quotidien, pour ma vie. Voilà, c'est la question essentielle. Et le désir, c'est l'inverse de subir. Et subir, moi je vous le dis, c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous subissons un système qui est là depuis très longtemps en place et on le subit en permanence. Savoir s'écouter, c'est savoir écouter son envie. Ça a l'air tout bête, mais passer du temps pour vraiment mettre des images là-dessus. Et l'envie de quelque chose, c'est le contraire de la routine dans laquelle nous sommes. Et la routine, c'est manger la même soupe qu'on mange depuis 70 ans parce qu'on pense qu'il n'y a pas d'autre soupe, alors qu'on peut tout à fait faire autrement. Ce soir, cette réunion exceptionnelle, la première réunion sur le vélo depuis 2014, prouve cela, qu'on peut renverser la tendance. Alors, ce que je vous propose pour faire ça, pour vraiment gonfler le « je veux », pourquoi pas le vélo, on va travailler sur ces trois capacités. Ces capacités à penser possible, des citoyens, à penser proposition, plutôt que de dire « je ne peux pas », on va dire « ah, je vais proposer des choses », et puis on va regarder l'avenir. Alors, je pense que pour faire ça, je vous donne un outil. Et cet outil, c'est le questionnement.
Parce que pour changer les mentalités, il faut un débat, évidemment, c'est le débat que nous avons ici ensemble, et pour lancer un débat, il faut des questions. Sauf qu'on ne choisit pas les bonnes questions. Parce que la question en général qu'on utilise pour démarrer un débat sur le vélo, quand vous écoutez autour de vous, ça commence toujours par ça. Alors, vous pouvez faire du vélo? Ah non, moi je ne peux pas. Parce qu'en fait, quand vous posez cette question-là, ce qui se passe, c'est que vous activez la passivité des gens. Vous bridez leur créativité. En fait, ce qui se passe, c'est que des gens ils vont tout de suite dire « Ah, non, moi je ne peux pas. » Jean, il va dire « Je ne peux pas parce que je dois amener mes parents à l'aéroport. » Christine dit « Non, parce que de temps en temps, je dois amener un petit meuble chez mon petit-fils. » Il y a Martin qui ne peut pas parce qu'il a 50 kilos de dossiers à transporter. Bref, tous les Wallonnais ont moins une raison pour ne faire pas un trajet à vélo. La conclusion qu'on en tire, c'est la suivante. Tous les trajets sont impossibles. On ne peut pas faire de vélo en Wallonie. En général, les débats se résument à ça. Je vous pose de sortir de cette situation parce que est-ce que vous êtes vraiment transporteur professionnel? Est-ce que vous transportez du matériel de chantier pour chacun de vos trajets? Est-ce que toujours des petits meubles? Non! Donc on va changer la question. Au lieu de demander est-ce que vous pouvez faire du vélo, on va poser la question suivante. Quel trajet faites-vous par jour? Et du coup, comme par magie, vous allez découvrir qu'en moyenne, vous faites 4 trajets. Et ensuite, on va demander pour chaque trajet, quelle distance fait-il et qu'est-ce que vous transportez? Et là, comme par magie, vous allez découvrir que beaucoup de trajets sont très courts et que vous ne transportez rien du tout la plupart du temps. Quand vous vous mettez au bord d'une route et vous allez regarder les voitures qui passent, 85% des voitures sont vides à une personne près. Il y a 4 sièges de vide plus un coffre vide. Donc ça veut dire qu'en gros, les voitures, je taquine un peu, ça sert à transporter des voitures et accessoirement une personne. Donc, ça veut dire que si on va penser en termes de trajet, on va trouver un tableau optimiste, c'est-à-dire avec beaucoup de trajets qui sont verts, qui sont parfaitement faisables à vélo. Et c'est de ces trajets-là que je voudrais parler avec vous. Ok, il y a ces trajets qui ne vont pas, ok, on oublie, mais parlons de ce qui est possible. Voilà. Eh bien, il suffit de mettre la bonne infrastructure évidemment, pour que ça sorte. Voilà, c'est mathématique. Les chiffres, c'est ça, juste un chiffre, 44% des trajets en Wallonie sont inférieurs à 20 minutes à vélo. Voilà, c'est le même, j'ai tiré ça du même schéma que Boris a montré ce matin. Voilà, c'est ça. Vous vous rendez compte? 20 minutes, hein, c'est le maximum du maximum. Donc, en fait, il y a un potentiel absolument gigantesque. Deuxième exemple pour dynamiser votre débat autour du vélo. Plutôt que de poser la question que j'aime pas trop, est-ce que vous pouvez faire du vélo? Je n'aime pas cette question parce qu'elle, comment dire, elle bride notre créativité, elle nous empêche de réfléchir. On va tout de suite chercher qu'est-ce qui n'est pas possible, où est le problème. C'est fou, hein, mais c'est comme ça. Alors que si on pose une autre question, c'est quoi, selon vous, la rue idéale pour votre ville? Waouh, ça c'est une question sympa. Est-ce que pour votre ville où vous habitez, est-ce que vous voulez des rues qui ressemblent à ça, c'est-à-dire des rues avec beaucoup de voitures garées partout, comme ça vous ne voyez pas les commerçants, avec voilà, une bitume bien dégueulasse, avec encore des voitures où c'est donc dangereux pour des enfants de traverser, ne parlons pas des personnes à mobilité réduite ou des seniors, ou est-ce que vous préférez des routes plutôt comme ça, avec un petit effort sur la verdure, avec un revêtement un peu plus cosy, avec une ambiance un peu plus salon où on ne va pas être incité pour aller vite, mais plutôt aller lentement, avec plus de piétons? Alors, il est évident que tout le monde va choisir ça, unanimement. Vous n'avez même pas besoin de faire du débat parce que tout de suite, ça sera bon. En gros, pour savoir ce que veulent les habitants de Wallonie, il suffit de regarder les annonces des promoteurs immobiliers. Pourquoi? Parce que les promoteurs immobiliers, ils vendent quelque chose qui coûte très cher, des bâtiments. Et donc, pour les vendre, ils mettent le paquet sur la commercialisation. Ils vont payer des gens qui vont savoir exactement ce que veulent les gens. Et regardez les images que vous voyez quand vous vendez ça. Ça, j'ai photographié, c'est à côté de chez moi. Sur ces annonces, vous voyez toujours la même chose. Un bâtiment, le truc à vendre, évidemment, et ensuite toujours la même chose. De la verdure, des arbres, des cyclistes, des piétons et 0 voiture. Alors il se trouve, et c'est la bonne nouvelle, que sur des routes comme ça, qui ont été dessinées pour vous vendre la ville de demain, il fait très bon faire du vélo. Parce que ce n'est pas une autoroute où les gens roulent très vite, c'est une rue, comme on dit, apaisée. Donc, conclusion, quand vous changez la question, en faisant réfléchir les gens, ils vont automatiquement vous proposer la ville cyclable et agréable.
Et vous n'avez même pas besoin de parler de vélo. Parce que moi, quand j'arrive, les gens disent « Ah, c'est le mec qui veut des vélos partout. » Il faut vraiment... Non, je n'ai même pas besoin de parler du vélo. Le vélo, c'est juste un indicateur parmi d'autres d'une ville agréable. Troisième et dernier exemple. C'est la croissance. Ça, c'est le nombre de voitures en circulation en Belgique. Voilà, c'est une courbe qui va comme ça. Pourtant, on sait que, sans parler du pétrole, les lithiums dont on a besoin pour électrifier tout ce parc, et on oublie même le gaz, on est gentil, on pense tout de suite à venir, ben, ça sort de la Terre quelque part. Donc ça va nécessairement comme ça, parce que c'est une quantité finie. Donc on a un problème. On a une courbe qui va comme ça, et on a une autre qui va comme ça. Donc forcément, on va dans le mur. Donc qu'est-ce qu'on fait? Alors le problème, et on le sait aujourd'hui, ici, pendant que nous sommes là, donc on peut encore réfléchir. Donc qu'est-ce qu'on fait? Le problème, c'est que cette question-là, est-ce que vous pouvez faire du vélo? Ça ne voit pas du tout ça. Le problème de cette question, c'est qu'elle ne réfléchit pas à l'avenir. Parce qu'en fait, quand vous posez la question, est-ce que vous pouvez faire du vélo? Les gens, qu'est-ce qui vient à leur esprit? Mais qu'est-ce que je fais quand il pleut? Comment je transporte mes 50 kilos de dossier? C'est à ça que pensent les gens. Ils ne vont pas penser à autre chose. C'est comme quand vous allez chez un concessionnaire pour acheter une voiture. Vous n'allez pas penser à l'impact que cette voiture aura sur l'avenir de vous-même et de vos enfants et des enfants de vos enfants. Non, la première préoccupation des gens, c'est quelle couleur et quelle taille, parce qu'il faut quand même que ça rentre dans le garage, etc. Donc, en fait, on oublie de penser à ce qui est le plus important, comment je veux vivre. Voilà. Et donc, je veux, avec vous, activer ça. Alors, imaginez que les enfants, de vos enfants, qui ne sont pas encore nés, mais qui vont naître. Imaginez qu'ils soient déjà là. Là, quelque part, ils sont au-dessus de nous. Imaginez qu'ils puissent nous voir et la façon dont nous vivons aujourd'hui. La façon dont on utilise les ressources naturelles, la façon dont on les brûle, la façon dont on vit, c'est-à-dire de façon non durable. Quel serait, selon vous, leur message? Alors moi, je pense qu'ils diront tout de suite un peu de sobriété, s'il vous plaît. Sinon, quand on va arriver sur Terre, ça va être une galère, pas possible. Alors, si on met des visages dessus, donc voilà, je propose donc du coup de changer de question. Plutôt que de poser cette question-là, on va poser la question, mais quel avenir voulez-vous? Et on va passer du temps là-dessus. C'est très utile. En France, ça a été fait avec la Convention citoyenne pour le climat. Et quand vous posez cette question sérieusement, vous serez beaucoup moins intéressé tout d'un coup par ces sources de lithium, par cette capacité de production, de la croissance. Vous serez intéressé par les enfants, et parce que vous voulez vraiment préserver ce que vous voulez garder pour demain. Et moi, je pense que quand on pense aux générations futures qui ne sont pas encore là, on est sensible pour eux. On sait qu'on est en train de fabriquer leur avenir. C'est nous qui les préparons. Et moi, je sais qu'ici, dans cette salle, on est là pour agir, pour réfléchir ensemble, pour que cet avenir en vaille la peine de vivre et soit continue, soit agréable. Voici ce que je voulais partager avec vous. Il n'y a pas un autre derrière, non? Ah oui, je voulais juste éviter ça. Que nos enfants nous disent dans 50 ans, quand moi je ne serai plus là, peut-être avec une petite chance, mais peut-être non, mais qu'ils nous disent ça, que voilà, Pépé et Mémé ont vraiment déconné. Mais Pépé et Mémé, ils sont là. C'est vous et moi. On est là. Et on peut encore changer si on veut. Voici le message que je voulais partager avec vous pour vous amener dans un état de réflexion que vous pouvez faire avec vos citoyens pour justement enclencher cette transition qui a été détaillée tout au long de la matinée et qui va être détaillée tout au long de l'après-midi. Voilà, j'ai pris une hauteur, mais je voudrais vous inviter maintenant à vous poser des questions, quelles qu'elles soient. Utilisez ce moment d'intelligence collective pour échanger. Qui voudrait témoigner ou poser une question par rapport au fait de surmonter des résistances ou pas? Et la première question, c'est toujours la plus difficile, mais je sais qu'elle vient toujours. Qui ose? Voilà, monsieur. Mon nom est Degan, Philippe Degan, conseiller en mobilité. À propos de la pratique du vélo, dont on parle à ceux qui ne sont pas pratiquants,
On entend, comme vous l'avez dit, on l'a entendu ce matin aussi, l'obstacle, c'est les dangers du trafic. On dit aussi il pleut tout le temps, parce qu'au Danemark et aux Pays-Bas, il n'y a pas ce problème. Hein. Et enfin, il y a le vallonnement qui est résolu en grande partie par le vélo assistance électrique. Mais il y a aussi un obstacle immatériel qui est, à mon avis, lié à l'image du vélo. Dans notre Wallonie, le vélo est presque toujours associé au sport ou au loisir, mais ce n'est pas considéré comme un mode de déplacement. Et celui qui se déplace à vélo, eh bien, c'est qu'il n'a pas les moyens, c'est un pauvre, ou bien c'est un original, un farfelu. Ou encore, dans certains milieux, j'ose à peine le dire, mais on est entre nous, si tu roules à vélo, c'est que tu es tombé écolo. Oui. Alors, bon, moi je pose la question de cette image du vélo, mais j'ai pas vraiment, j'ai pas du tout de solution. Et c'est ça ma question. Comment résoudre cet obstacle lié à l'image du vélo? Votre question est excellente parce que vous mettez tout de suite le doigt sur quelque chose qui est très compliqué et c'est l'image du vélo. Moi, souvent, quand je parle du vélo, je commence par la phrase suivante. Si vous retenez une chose de cette journée, ce sera que le vélo n'est pas un sport, mais un transport. Et vous aurez gagné votre journée parce que vous aurez entamé un débat. Ensuite, sur la question de vélo comme loser, là, le mec ou la femme qui n'a pas réussi, qui a des problèmes financiers, quoi, t'es venu à vélo? T'as un problème? Voilà, c'est effectivement, le vélo est associé à ça. Ça ne va pas se changer comme ça. Mais je peux vous dire que quand on met en place la recette qui a été détaillée et qui va forcément marcher, hein, parce que quand vous créez un réseau cyclable, ce n'est pas culturel. Un réseau cyclable, c'est un moyen de transport hyper agréable, facile et bon marché que les gens vont forcément utiliser. Mais en fait, vous allez créer cette conversation autour du vélo qui va être positive finalement. Aujourd'hui, on est encore dans un combat, absolument. Et on doit lutter contre des images qui sont très très négatives. Mais on va forcément les vaincre. Il y a autre chose, parce qu'effectivement, vous posez la question en plus très pertinente, comment les surmonter, cet obstacle-là? Je réfléchis souvent à ça, l'obstacle culturel, l'image négative du vélo. C'est que déjà, avec des populations défavorisées, par exemple, organiser des vélo-écoles. Les vélo-écoles sont un outil très très puissant. Ce qui marche très bien aussi, ce sont évidemment des exemples. Parce que le monde change par qui? Par les riches. Ça a toujours été comme ça. C'est des gens qui sont... En fait, dans le monde du Sud, le monde moins développé autour de nous, ils regardent que ce que font les riches, ils copient. Voilà, j'étais à l'UNESCO, il y a 2 jours, je discutais avec un Indien, et on discutait développement durable, et il me disait, oui, mais M. Van Oosteren, c'est gentil, vous parlez du vélo, mais moi, je ne peux pas expliquer à mes amis qu'il faut changer, qu'il faut créer du développement durable et du vélo s'ils ont faim. Donc il faut d'abord les nourrir pour qu'ils puissent ensuite y penser. Donc il faut des personnes populaires, des artistes, des sportifs, des intellectuels, des chefs d'entreprise, des élus, des techniciens qui se mettent à vélo. La société change par l'exemple, parce que si vous voyez le maire d'une ville sur le vélo, vous avez gagné 50% des choses. Moi, je compare ça un peu comme les DRH, les directeurs des ressources humaines. Avant, moi j'ai encore vécu cette époque, le fait que votre société soit non-fumeur ou fumeur, ça dépendait du fait de savoir si le DRH était fumeur ou non-fumeur. S'il était fumeur, bon, on avait un peu le droit de fumer. C'est un peu comme ça. Si des personnes qui représentent un exemple vont le faire, du vélo, en fait, les gens, on va copier ça bêtement. Moi, je dis toujours que si Kylian Mbappé, le fameux footballeur français, je ne suis pas très doué pour le foot, mais lui, je le connais, parce qu'il est très, très, très populaire, très, très célèbre. Je suis certain que si lui arrêtait de se photographier en jet privé pour faire Paris-Lyon, mais sur un vélo, le lendemain, on aurait 5 millions de cyclistes en plus, parce qu'il a 5 millions de followers sur Twitter, et ça marche comme ça. Donc, très bonne question. Au suivant. Posez n'importe quelle question. Je suis en train de vivre une situation exceptionnelle en France. Je vois devant mes yeux ici en Wallonie exactement la même chose. C'est juste fantastique. Profitons-en. Échangeons nos témoignages.
Posez-vous des questions. Qu'est-ce qui a posé problème? Quelles sont vos idées? Oui? Éventuellement. Lolo? Ouais, ça marche, j'ai entendu. Vous m'entendez? Oui. Du coup, éventuellement, comment convaincre en fait, ces personnes qui sont un peu iconiques de changer leur image, puisqu'elles peuvent avoir une telle influence sur nous, comment arriver à les convaincre de l'importance de porter ce message en fait? Puisque s'il suffit à Kylian Mbappé de changer son mode de transport et de s'afficher à vélo, mais pourquoi ne le fait-il pas? Comment arrive à le convaincre? Un exemple, je viens d'assister à un cours ici, un atelier plutôt, sur les besoins en formation. Et on a mis sur la table des idées pour des formations, parce qu'on a identifié les besoins de formation. Moi, je pense que, par exemple, si on parle des joueurs de foot, parce qu'ils sont partout, les gens célèbres, mais si on prend juste les foot, moi, je pense sérieusement que chaque footballeur qui a une image, et donc une énorme responsabilité vis-à-vis de la société, doit obligatoirement passer par un cursus, voire avoir un coach en responsabilité éthique. Ça changerait tout. Si vous prenez du temps pour discuter, en plus, Kylian Mbappé, c'est quelqu'un qui est quand même, voilà, c'est très intéressant. Si on va vraiment passer du temps là-dessus, ben, évidemment, ça va changer. Le meilleur exemple, c'est pour montrer à quel point on peut changer des personnes par des formations. Vous connaissez la Convention citoyenne pour le climat en France, c'est 150 personnes, donc exactement le groupe ici, parce que je crois qu'on a 2 fois 150, qui ont été tirées au sort par le président Macron pour les former sur les enjeux de la société et donc de leurs responsabilités. Ils ont eu des formations des grands scientifiques, des experts de mobilité, de rénovation culturelle, etc. Et à la fin, ils ont tout de suite écrit 150 recommandations parce qu'ils ont compris, parce qu'ils ont passé du temps à réfléchir. Et donc, si on passe ce temps-là, ces gens, ils sont pas fous. Mais il faut juste prendre le temps. C'est comme quand vous expliquez, là, on a vu Bebop ce matin. Moi, j'ai trouvé les vidéos super. Parce qu'on voit les enfants, on voit comment les enfants sont en train de changer devant nos yeux. Tout simplement parce qu'on leur explique. Et bien pour les footballeurs, c'est pareil. Sauf qu'ils ne sont peut-être pas dans un milieu où ça, c'est très incité. Et j'en profite pour répondre encore un peu plus longuement au monsieur qui a posé cette question tout à l'heure, parce qu'il y a une autre réponse à ça. C'est difficile de trouver tout de suite le footballeur qui va faire ça parce que tout le monde a un job pour faire autre chose. Mais ce qui est déjà important, c'est de poursuivre la conversation sur le vélo. De ne pas s'arrêter sur « Ah oui, le vélo, c'est pour les nuls, allez, au suivant, je vais ailleurs ». Mais c'est d'arriver à créer un échange qui dure. Moi, j'espère par exemple qu'ici, aujourd'hui et ce soir, il y a le film, s'il vous plaît, venez pour avoir cet échange, que en fait, des liens vont se créer où vous allez partager votre expertise et l'approfondir. Et c'est comme ça que, petit à petit, on va se convaincre. Question? Oui? Et ensuite, monsieur. Il y a un micro qui arrive à madame. Ah, derrière. Oui, c'est moi qui... Voilà. Sans vouloir étaler ma vie comme ça, en fait, depuis février, j'ai changé de maison et de travail en me disant que voilà, j'avais un super atout, c'est d'habiter à 5 km de ma maison. De travailler à 5 km de ma maison, donc je me suis dit, voilà, je vais passer au vélo. Sauf que, chose totalement paradoxale, voilà, j'ai un petit garçon de 2 ans qui va à la crèche, et pour lui, j'aimerais bien me passer de ma voiture, parce que moi, je suis convaincue depuis mon adolescence que le monde va mal et qu'il faut agir, et je suis vraiment quelqu'un qui est prête à faire tout à vélo. Sauf qu'il n'y a plus assez de crèches dans les communes pour pouvoir accueillir les enfants comme il faut, donc mon enfant est encore scolarisé à la crèche à 15 km de mon habitation actuelle. Donc tous les matins, je dois faire 15 km aller puis retour pour revenir au point de départ et puis aller travailler. Et je cherche à le rapprocher depuis, ça fait bien 6 mois que je cherche, je ne trouve pas de place. J'ai aussi la même chose, j'ai un cheval qui est au même endroit où va à la crèche mon petit garçon. Je cherche à le rapprocher dans une prairie plus près. C'est pas possible parce qu'à cause de la pression immobilière, les terrains prennent de la valeur, donc les agriculteurs préfèrent les garder parce qu'ils ont eux-mêmes non plus de place. Et donc là, je me trouve en fait à garder une voiture et faire 60 km par jour, juste parce que en fait, il n'y a pas de place dans les crèches et parce que les terrains sont tellement chers qu'il n'y a plus de place pour les animaux, mais plutôt pour les maisons. Et donc je commence à me dire que moi qui étais très optimiste à la base, et des fois je suis très pessimiste en me disant qu'en fait, si on veut des enfants, par le système qui est finalement un peu en train de partir
du mauvais côté, en fait, on est obligé de faire des choix contre leur avenir, mais parce que finalement, c'est pas que le vélo, c'est pas que les routes, c'est en fait tout. Voilà, on construit à gogo. Et Oui. voilà. Parfois, je suis vraiment perdue et je me dis, est-ce que vous gardez toujours cet optimisme face à tout ça? Moi, j'ai l'impression que le travail, il est énorme, en fait. Oui, merci pour ce témoignage parce qu'ils sont très importants, parce que sinon ça reste théorique. Je pense qu'à un moment donné, il faut en fait changer de tableau. Je vous ai montré le tableau pessimiste tout à l'heure. On dit « Ah, je ne peux pas, parce que je suis à 15 km, j'ai la crèche, compliquée, terre inaccessible. » Et je vous ai proposé de jouer sur le tableau optimiste. Je vous suggère exactement la même chose. Vous êtes personnellement engagé, donc vous voulez faire ça, et ça vous attriste et ça vous frustre. Et c'est désagréable, mais c'est bien. C'est formidable, parce que ça veut dire que rien qu'en discutant de ça avec vos collègues, moi, par exemple, c'est un peu l'équivalent, c'est un peu comme moi, je prends l'avion pour aller à Velocity à Lisbonne. Et tout le monde m'écrit, mais tu prends l'avion, n'importe quoi. Oui, ça fait partie des incohérences que nous avons dans notre vie. Voilà, on peut être végétarien et pourtant porter des chaussures en cuir, des choses comme ça. Il y aura toujours des choses qui sont difficiles. Mais prenez une hauteur de vue. Si les politiques vélo qui ont été annoncées ici dans la salle seront mises en place dans chaque commune, si tous les entrepreneurs de Wallonie mettent en place les astuces qui ont été communiquées à profusion partout, il y a des guides disponibles, avec ne serait-ce qu'une mesure, on aura déjà hyper compensé votre cas individuel. Juste dépasser votre cas individuel pour dire, malgré cette situation-là, je vais quand même contribuer à ce que ça se passe mieux ailleurs. Parce que c'est toujours difficile. On a l'étalement urbain aujourd'hui. Ça ne disparaît pas comme ça. L'étalement urbain, c'est-à-dire que les habitations sont loin parce qu'il y avait la voiture, etc. On a encouragé ce système-là. Ça va prendre du temps. Mon message, c'est que ne perdez pas courage. Gardez ce big picture, cette big picture, c'est-à-dire le big picture que nous avons ici avec les politiques qui sont en place et qui vont avoir un effet massif sur le pays, sur les usages des gens, et il faut juste prendre du temps pour ça, mais on va y arriver. Suivant. Je vous laisse gérer le micro parce que moi je vois les personnes. Voilà. Madame. Merci. Je voulais juste intervenir par rapport à l'intervention juste avant, le fait d'avoir des représentants, on va dire, comme Mbappé et autres footballeurs et influenceurs qui vont avoir, c'est certes une influence énorme et qui vont pouvoir faire bouger les choses s'ils se mettaient au vélo. Mais j'ai envie de dire que, donc moi je travaille pour l'opération Tous Vélo Actifs où on accompagne les entreprises et autres organisations pour le vélo. Et je trouve que parfois le témoignage de José à la compta ou de Stéphanie au service XY qui s'est mis au vélo alors qu'il y a des enfants, il y a des contraintes, ça a parfois un impact encore beaucoup plus important que toutes les présentations que je pourrais faire en entreprise pour expliquer tous les avantages du vélo. Et quand on a ces témoignages de personnes, monsieur et madame tout le monde, et qui correspondent à notre quotidien, ça encore plus, je trouve que c'est un impact encore plus grand. Voilà, des jours, son collègue a parfois un impact encore plus grand que tout ce qu'on pourrait, toutes les belles affiches qu'on pourrait voir. Voilà, c'est un témoignage. Moi j'applaudis parce que voilà, c'est ça le progrès, c'est ça le changement. Ça c'est un bel exemple d'intelligence collective, parce qu'effectivement, je vous parle de Mbappé, vous parlez de quelque chose qui est beaucoup plus massif, parce qu'il y a beaucoup plus de personnes comme nous que Mbappé. Et vous avez tout à fait raison, mais c'est une démarche qui n'est pas naturelle. On n'a pas l'habitude de se dire, tiens, je fais un truc bien, je vais en témoigner aux autres. Pourquoi? Tu es devenu extrémiste tout d'un coup? C'est un peu ça. Mais vous avez complètement raison. Effectivement, c'est une très très bonne idée. Parmi la liste de bonnes idées qui a été partagée aujourd'hui, effectivement, on aurait pu écrire ça sur le post-it pour les entreprises qui veulent développer le développement durable. S'il vous plaît, mettez votre chargé de communication sur le job qui consiste à interviewer quelques bons exemples pour simplement qu'ils en parlent, pour que simplement ça puisse être partagé. C'est que, en fait, le plaisir du vélo, il est tellement évident qu'après on n'en parle pas.
Parce que, voilà, une fois qu'on connaît ça, on ne retourne pas en arrière, ça c'est sûr. Mais en fait, on n'a pas l'habitude d'en parler aux autres. Parce qu'on n'est pas tous promoteurs de quelque chose par nature. Ça s'apprend, ça s'acquiert. Si il y a 5 ans, on m'avait dit que Stein, dans 5 ans, tu seras en Wallonie devant 300 personnes en train de parler du vélo. Et je dis, oh là là, mais tu ne sais pas ce que tu penses. Eh bien, ça se construit petit à petit. Et c'est petit à petit, si vous faites ça, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec vous, ça aura un impact majeur parce que on peut s'inspirer par les autres. Et je pense que après, il faut même apprendre à en parler, hein, parce que moi-même, j'ai découvert en fait le plaisir de faire du vélo, dont je parle naturellement aujourd'hui, mais ce n'était pas du tout naturel. Moi, j'ai grandi dans la société complètement cyclable aux Pays-Bas, mais ce sont mes amis français qui m'ont dit « Stein, chez toi, c'est tellement génial !» Quand on y va, on a pu faire du vélo avec les enfants et tout ça. Je dis, mais de quoi tu parles? Parce que moi, j'étais dedans. C'est un peu comme quand un poisson dans l'eau. Il ne sait pas ce que c'est que l'eau. Parce que l'oxygène, on le respire, mais en fait, on n'y pense pas. Donc, en fait, il faut apprendre à s'étonner de quelque chose qui nous est tellement familier qu'on ne le voit même pas. Et c'est en plus, quand vous faites ça, et je vous encourage à le faire, c'est hyper agréable. Parce que vous allez mettre des mots sur une expérience que vous vivez au quotidien et que ça va vous aider à mieux l'apprécier encore et en plus à le partager. Moi, j'ai appris ça avec le film Why We Cycle. C'est le film, un documentaire qui montre justement pourquoi le vélo. Et il y a des gens qui parlent de ça. Et c'est grâce à ça que je me suis rendu compte, effectivement, le vélo, c'est génial. Et je m'en étais jamais rendu compte, alors que je fais du vélo depuis toute ma vie. C'est le confinement qui m'a enfermé chez moi, qui m'a fait comprendre ça. Là, je dis, attends, il y a un problème avec mes jambes, je ne bouge plus. Et donc, effectivement, utilisons qu'est-ce qu'il y a de plus agréable que de témoigner de quelque chose qui est agréable et d'aider les autres à surmonter le pas. C'est une vraie incitation. Je vous donne le mien, ça va y. Oui, moi j'ai une question qui est en rapport avec la peur parfois de certains politiciens par rapport à leurs responsabilités. Donc, moi je fais partie du GREC et donc on essaie d'avoir des sens uniques limités. Et donc en fait, souvent, parfois en fait, l'argument qui est en tout cas pour les refus de sens unique limité, c'est l'argument, c'est trop dangereux, il va y avoir des accidents. Et donc, j'ai l'impression qu'il y a cette peur de s'il y a un accident, ça va être ma responsabilité en tant qu'homme politique ou femme politique. Voilà. Oui, la peur est un gros frein au développement du vélo. Ce frein, on le voit surtout avec les DRH aussi, des grosses sociétés, par exemple, aussi, qui n'osent pas. En fait, ce qu'il faut faire, c'est de montrer les statistiques. Parce qu'en fait, pourquoi on dit « j'ai peur parce que le vélo c'est dangereux ». Mais pourquoi? Parce que le vélo c'est nouveau. Parce que, nouveau, le vélo il y a 200 ans, il existait bien avant la voiture, mais c'est nouveau, donc on va le regarder un peu bizarrement. On se dit « le vélo c'est dangereux ». Et c'est complètement pas vrai. Le vélo c'est pas dangereux. Ce qui est dangereux, c'est plutôt d'ailleurs de créer des routes sans piste cyclable. Ça c'est plus dangereux. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Sortir les statistiques. Moi j'aime bien dire par exemple, je connais plutôt les statistiques en France, mais en Wallonie, ça ne doit pas être... peut-être en Flandre, on peut comparer. C'est qu'il y a chaque année en France 1000 personnes qui décèdent par noyade. Et sur un certain nombre de mois, parce qu'on ne nage pas toute l'année en France, en général. À vélo, c'est peut-être 5 fois moins, 160 personnes à peu près. Donc, et pourtant, personne ne va dire « Oh, mais je ne vais pas à la plage parce que c'est hyper dangereux ». Personne ne dit ça. En France, il y a chaque année 20 000 personnes qui décèdent dans leur domicile, bêtement, parce que voilà, ils sont tombés, hop, ils se cassent quelque chose et ils s'asphyxient, etc. Pourtant, il n'y a personne qui va dire oh, mais tu portes pas de casque à la maison, mais Pourquoi? Parce que c'est un danger qui est complètement intériorisé. Donc en fait, quand vous montrez ces statistiques-là, vous pouvez les amener à le faire. En même temps, je suis complètement honnête avec vous, on ne peut pas contraindre les gens par la raison. Mon livre, Pourquoi pas le vélo, ça ne va pas permettre de dire « Ah, maintenant j'ai lu ce livre, je suis entrepreneur ou je suis politique, maintenant je vais rendre toute la ville cyclable ». Non, ça ne marche pas comme ça. Il faut aussi une conversation autour du vélo. Il faut buzzer, il faut en parler, il faut que ça devienne tellement massif, tellement naturel, il faut que ça soit dans les journaux partout. On ne parle pas assez de la presse aujourd'hui. La presse a un rôle très important à jouer. Et là, du coup, ça finit par être tellement normal. Oui, c'est le vélo. Ah, toi aussi le vélo? Ah oui, moi aussi. Mes enfants, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai un long tail. Ah, si tu achètes ça, et paf. C'est comme ça qu'on construit la culture du vélo. Et du coup, ces chiffres vont enfin tomber. Il y a, par exemple, et pour la voiture, c'est l'inverse.
La voiture, c'est très dangereux. Il y a chaque année en France 3000 personnes qui décèdent juste parce qu'ils décident de prendre le volant. Donc imaginez un stade, le Stade de France, disons. C'est 80 000 personnes. Imaginez 80 000 automobilistes dans ce stade-là. Statistiquement, vous savez que dans l'année qui suit, 4 d'entre eux vont mourir à cause de la voiture. Juste 80 000 personnes. Hein, donc, voilà. Et donc si vous affichez le message à l'entrée du stade en disant « Dans l'année, 4 d'entre vous, ce sera la tombe ». Mais les gens vont dire « Ah oui, mais en fait, ça ne nous parle pas. » Parce qu'on n'est pas du tout rationnel. Et pour le vélo, c'est malheureusement l'inverse. Et je vais vous donner le plus bel exemple que je connais. Je vais quand même vous spoiler ça dans mon livre parce que je l'ai adoré. C'est une anecdote. Il y a une école à Paris. Et à un moment donné, la mairie a décidé de créer une piste cyclable. Voilà. Et tout d'un coup, tous les parents étaient en émoi. Ils ont dit, mais c'est hyper dangereux, il faut tout de suite mettre une barrière. Parce que les enfants, avec les vélos qui zouf, font passer, alors que pendant des années, il y avait des voitures qui passaient au même endroit avec 50 km/h. Je ne peux pas vous faire une démonstration mieux pour vous expliquer que ces politiques qui ont peur, c'est complètement irrationnel. Parce qu'en fait, pendant des années, il y avait des machines de 1500 kg qui tuent. Mais on l'a complètement intériorisé parce que c'est devenu la normalité. Et quand quelque chose est normal, c'est fumer, pareil, une fois que vous fumez, c'est normal, même si je vais en mourir, des choses horribles vont m'arriver, mais c'est devenu normal. L'idée, c'est de dénormaliser ça et de normaliser la qualité de vie. Parce qu'en fait, pourquoi je suis là? Parce que moi, mon message, c'est un message de bonheur. Moi, je vous parlais de quelque chose qui est tellement évident. En fait, le message, c'est le suivant. C'est comme si vous arriviez dans une société et tout le monde a une chaîne autour de la jambe avec une cadenas. Ils ne peuvent pas marcher. Et en fait, on vient dire, mais attends, tu as des jambes, c'est hyper pratique. Alors, on va ouvrir l'antivol, on va enlever la chaîne et là, tu veux marcher. Ça va être hyper agréable. C'est ça. Pour moi, c'est de cet ordre-là. C'est ça. Mais pour apprendre ça à quelqu'un, ça va prendre beaucoup de temps. Donc, il faut non seulement sortir les chiffres, ça ne va pas suffire, il faut aussi la sensibilisation, il faut aussi essayer des vélos. Et quand vous faites essayer des vélos, il y a au moins une personne qui va dire « Mais c'est génial ! C'est génial !» et qui va en parler à tout le monde, qui va faire le travail pour vous. C'est comme ça que ça marche. C'est vraiment, c'est par réseau. Au suivant. J'ai une petite question concernant le décalage entre la technologie qui évolue à grande vitesse. Donc, je parle par exemple des des vélos speed pedelec, on peut faire du 45 km/h, des trottinettes, on n'a pas parlé de trottinettes, mais aussi ces monoroues là où on est debout. Et le décalage donc entre ces nouveaux objets de mobilité qui peut accélérer et réduire la distance entre deux points, et le décalage avec la législation. Notamment pour les ravels, on n'est pas censé rouler. Les ravels, c'est quoi? Les ravels, parce que j'entends beaucoup ce terme. C'est les voies cyclables. Ah, les voies vertes. D'accord. Oui. Anciennement, c'était des voies ferrées. Et sur les ravels notamment, on ne peut pas rouler en speed pedelec 45 km/h. Or, je le fais, je me dénonce aujourd'hui, je le fais puisque j'ai 28 km à faire entre deux points. Mais je le fais parce que j'ai l'envie de traverser ces deux points en vélo sur un site propre. Je ne comprends pas pourquoi, par exemple, une voiture, genre une Maserati, est tout à fait autorisée à rouler sur une autoroute alors qu'elle peut largement dépasser les 120 km/h, et un vélo speed pedelec ne peut pas rouler à plus de 25 km/h sur le Ravel, quoi. Je vais vous répondre. Merci pour la question, parce qu'effectivement, la technologie est un game changer, comme on dit, un levier qui change absolument tout, parce que vous dites 28 km, vous vous rendez compte, vous faites ça à l'aller plus au retour. Alors là, c'est quand même cette catégorie relativement rare. D'abord, il y a une bonne nouvelle à récolter. C'est-à-dire que, parce que c'est ça que je veux quand même apporter ici, quand on parle de la technologie, on dit tout de suite « Ah, ces vélos électriques qui sont dangereux, qui vont vite, qui nous font peur, etc. » C'est d'abord une hyper bonne nouvelle, parce qu'avec ces vélos-là, on peut cyclabiliser plein d'autres trajets. Donc c'est une excellente nouvelle. Ça déjà, il faut rien que le chérir. On a vu les chiffres énormes par rapport au nombre de vélos électriques. Effectivement, mais il y a des challenges qui arrivent, c'est le mélange de ces différentes vitesses sur les voies qui sont contraintes. Ah c'est un vrai souci, et surtout aux Pays-Bas,
Et en plus, ici, on a la difficulté, c'est qu'aux Pays-Bas, au moins, ils ont pu s'adapter d'abord au vélo, et maintenant, il y a cette technologie qui arrive, donc ils ont un petit peu plus de répit. Et encore, ici, tout arrive en même temps. On crée des pistes, et on a des gens qui se déplacent de plusieurs façons. Alors, la législation par nature va toujours suivre le sujet, parce que la mobilité, c'est vivant, donc ça va toujours plus vite que la législation. Donc, l'idée, c'est de préserver le potentiel du vélo et ensuite, effectivement, d'adapter la législation. Je vois ça dans ma commune, en fait, là, sur mon territoire, où il y a une voie verte. Moi, j'habite le long d'une voie verte parce que je voulais quitter Paris à condition d'avoir une voie verte, parce qu'il n'y avait que la voie verte. Aujourd'hui, c'est une catastrophe, parce que 10 ans plus tard, tous les cyclistes sont sur la voie verte, et c'est une catastrophe. Mais c'est une catastrophe de luxe. Parce que la vraie catastrophe, c'est les bouchons de vélo, les bouchons de voitures qui sont très dangereux, qui sont polluants. Ça, c'est une vraie catastrophe. Là, le catastrophe dont vous parlez, c'est une catastrophe qu'on va régler ensemble avec plus d'espace. Il faut un réseau express vélo, il faut des vélostrades pour que ces outils qui sont hyper efficaces puissent se déplacer. Ça, c'est vraiment la réponse. Et puis, voilà, c'est un allié. Les trottinettes, c'est encore autre chose. Ils sont interdits aux Pays-Bas parce qu'ils considèrent ça comme un jouet dangereux. Et donc, mais dans les autres pays, ils sont en pleine expansion. Et moi, j'y vois quelque chose de très positif aussi. Pourquoi? Parce que ça veut dire que les gens, ils ont envie d'une mobilité plus légère, plus ludique, plus facile. Après, le temps nous dira qu'est-ce qu'on peut en faire. Parce qu'il y a aussi, sans rentrer dans tous les détails, des problèmes de stationnement pour ces engins-là. Voilà, je pourrais vous parler. Mais dans l'intérêt du temps, voilà, il reste 5 minutes. Je laisse encore quelques petites questions. Ouais, Boris, tu as la priorité quand même. Merci. Dans la présentation qu'il y a eu, il y a eu une image où on voyait une ville avec voiture et puis sans voiture. Et il a été dit, au fait, personne ne va être contre. Bon, j'ai déjà assisté à quelques réunions de concertation quand il y a ces travaux. Et généralement, au contraire, c'est plutôt un peu la guerre. Les commerçants qui disent mon chiffre d'affaires va crouler, où est-ce que je vais garer ma voiture, etc. Donc, comment ça se passe, les réunions de concertation où vous avez participé? Ouais, bravo, ouais, c'est un connaisseur, ça se voit tout de suite. Oui, les commerçants, ouais, ce sont potentiellement les plus forts adversaires, effectivement, de la cause du vélo, ou les plus grands alliés. D'abord, ils sont les adversaires parce que ils ne croient pas forcément, ou même pas du tout, au potentiel du vélo. Donc ils vont dire que, et ce soir, s'il vous plaît, venez voir ce film, parce que vous allez voir exactement ce combat que tu identifies là, dans les années 70 aux Pays-Bas, où les commerçants ils disent « Oui, mais vous êtes gentils avec votre piste cyclable, mais nous ne croyons pas que les automobilistes qu'on va perdre, les clients, parce qu'ils ne peuvent plus se garer, seront compensés par les nouveaux cyclistes à vélo. » Mais en fait, comment on avance? Déjà, du courage politique. Parce que les études, les audits montrent que des villes qui se sont apaisées, et le centre-ville de Namur qui est en train de s'apaiser, et d'ailleurs aussi sur son titre sur le palmarès, ça montre que voilà, ça fonctionne. Voilà, on a bu une bière hier soir, on en a profité en fait de l'apaisement, donc c'est une preuve. Et les commerçants, ils ne sont pas fous. Ils le comprennent. Et en plus, nous, en tant que politiques, je me mets du côté politique là, c'est quand on a ces études-là, on note systématiquement que quand vous investissez dans le vélo, vous investissez dans l'apaisement de l'espace public, dans la qualité de l'espace public, et donc dans l'attractivité de l'espace public, et donc dans le commerce de proximité. Donc ça montre. Donc en plus, si vous avez ensuite des commerçants qui font du vélo, parce que ça existe, voilà, il faut toujours quelques champions qui soient leaders sur le coup. Et ensuite, quand on mélange ces choses-là, et puis il faut effectivement du courage politique. Moi, je me souviens d'un témoignage d'un maire adjoint d'une ville qui me disait, à un moment donné, donc ils avaient poussé, ils ont dit, on va piétoniser cette rue-là. Et il y avait le pharmacien qui était farouchement contre. Parce qu'il disait, non, on ne peut pas parce que vous allez tuer mon commerce. Ils l'ont fait quand même parce que parfois, effectivement, on ne peut pas contenter tout le monde. Et il faut parfois regarder plus loin. Quelques mois plus tard, après cette piétonisation, il est venu voir le maire pour dire, en fait, je ne veux pas retourner en arrière parce que ce que vous avez fait, en fait, c'est génial parce que j'ai découvert, pour lui c'était nouveau, que j'ai reçu beaucoup de nouveaux clients grâce à cet aménagement. Et c'est ça le problème avec notre tête. On est câblé
très fort pour voir ce qu'on va perdre. C'est-à-dire piétoniser, il n'y aura plus ce client, c'est quelques clients en voiture. Mais on n'est pas câblé pour voir ce qu'on va gagner. C'est-à-dire, on ne va pas être capable d'imaginer la route, comment elle va changer. On ne va pas être capable d'imaginer l'agréabilité, en fait, l'agrément de cette rue. On ne va pas être capable d'imaginer qu'est-ce que ça va donner en termes de clients qui vont venir. On n'est pas capable de faire ça parce qu'il faut être formé pour ça. Et parce qu'on n'est pas, c'est un métier. Il faut être urbaniste, il faut être statisticien, c'est un métier. Et ça, c'est notre travail pour faire ça. Et c'est vrai que parfois, il faut pousser un peu, mais après, la société nous sera reconnaissant. Il suffit d'aller aux Pays-Bas, de voir les villes qui sont maintenant complètement apaisées. Toutes les rues sont à 30, et les commerces, c'est complètement fleurissant. Peut-être une dernière question avant qu'on lance sur la suite du programme. Dernière question. Bonjour, merci pour votre intervention inspirante déjà. Vous êtes où? Je suis ici au fond. Ok. Voilà, donc je pense qu'on va tous peut-être ressortir, booster, plein d'aspiration en partant, mais en rentrant chez nous, notamment dans les petites communes. Comment est-ce qu'on fait en tant que mandataire ou agent administratif pour convaincre les gens qu'on n'a pas vos connaissances et vos qualités d'orateur, qu'on n'a pas non plus toujours les moyens d'engager des experts pour le faire? Invitez les parents et faites-les réfléchir avec les questions que je vous ai données. Moi, contrairement à ce qu'on pourrait penser, je ne suis pas un bobo des grandes villes. Moi, j'ai grandi dans un tout petit village de 1300 habitants dans les années 70 et qui aujourd'hui a 1600 habitants. Il n'y a pas de transport en commun et pourtant, tous les carrefours dans ce petit village sont aménagés en plateaux surélevés. Et en France, on dit, c'est dingue, attends, on est à la campagne, c'est la voiture. Ils ont même des routes qui sont bloquées pour la voiture. Il y a des potelets, parce qu'en fait, c'est normal, c'est complètement rentré dans les mœurs. Et pourquoi ils font ça? Parce qu'au milieu d'un quartier, par exemple, il y a un bac à sable pour les enfants. Ils veulent juste que le milieu de ce quartier-là ne devienne pas une autoroute. Et ce que je viens de vous dire, c'est un peu l'essentiel de tout ça. C'est-à-dire, on arrête d'utiliser nos quartiers comme un raccourci. Il y a d'ailleurs un hashtag « Mon quartier n'est pas un raccourci ». Voilà, ça vous montre beaucoup d'exemples. Et si vous faites cet exercice-là avec les parents et les riverains, et vous allez leur montrer des images. Moi, j'ai sur Twitter, j'ai un fil avec le hashtag avant-après. Peut-être qu'après, on peut les partager. C'est un fil sur Twitter qui est très, très, très long parce que, en fait, comme on n'est pas marqué par des chiffres, on est marqué par des images. Et donc, c'est un fil très long avec le hashtag avant-après. Avant-après. Parce que quand vous voyez ces images avant et après, tout le monde comprend que, comme ça, c'est beaucoup mieux. Et puis, autre chose, parce que vous dites petite commune, voilà, je vous dis que je viens d'une petite commune, il y a une sorte de mythe qui nous fait croire, et que je vais casser devant vous, qui fait croire que quand on habite dans une petite commune rurale, on ne sort que de chez soi pour faire 30 km au moins en voiture. C'est faux. Quand vous listez les déplacements par type de région, rural, périurbain, urbain, en fait, quand vous répartissez les types de distances entre 0 et 1 km, 1, 5, etc., vous allez constater que les grands déplacements, c'est-à-dire au-delà de 10 km, pour lesquels vous pouvez utiliser la voiture, c'est max 30%. Donc ça veut dire que, on a vu les chiffres, ça veut dire que la majorité des déplacements sont très courts et peuvent être faits à vélo. Alors, si vous allez parler de ces chiffres-là, et si vous allez demander à vos habitants vraiment de prendre du temps, et surtout aussi impliquer les enfants, il n'y a pas un enfant dans cette salle. Il n'y a pas un. Donc c'est significatif. Il n'y a pas Mbappé, il n'y a aucun enfant, je vois très peu de chaises roulantes. Voilà, c'est vraiment, quand ils sont dans... Je sais que les associations qui les défendent sont là, mais quand même, quand on les fait parler, quand on donne vraiment ce temps à toutes ces populations, ça va vraiment changer. Sur ce, malheureusement, il faut clôturer le débat et je vous remercie beaucoup pour cet échange très intéressant dont j'espère qu'il va se poursuivre ce soir.